Merci beaucoup, madame. Moi, je suis le professeur Mama Pléa. Je suis docteur ingénieur en chimie appliquée, spécialisé en chimie analytique et contrôle de l'environnement de l'école de chimie de Strasbourg et de l'université Louis Pasteur de Strasbourg. Actuellement, je suis le conseiller scientifique de l'UNESCO auprès de l'Union africaine et auprès de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, basée à Addis Abeba. Vous avez parlé de votre laboratoire que vous avez mis en place. À quelle année? Le laboratoire on a commencé à mettre le laboratoire en place en 2002. En 2002, avec l'appui de la coopération suédoise. C'est parti justement sur le projet qu'on a appelé MAL01, en fait, qui se proposait de faire simplement la caractérisation des matériaux argileux du Mali et voir comment on pouvait utiliser ces matériaux argileux dans le cadre du développement local. J'aimerais savoir quelle a été votre source de motivation qui vous a poussé à embrasser le domaine de la chimie. Oui, oui, vous avez raison. Vous avez raison. Il y a toujours une motivation qui ne dit pas souvent son nom. J'ai été intéressé par deux choses. J'ai été intéressé par la pharmacopée traditionnelle, contrairement à ce que les gens peuvent croire. Et à l'époque, ce n'était pas tellement ça n'attirait pas l'attention. Et finalement, je suis allé vers la chimie appliquée avec un focus sur l'analyse chimique. Comment on peut analyser tous les éléments en chimie, que ce soit une pierre ou une feuille ou tout ça, comment à partir du naturel on peut savoir la composition chimique et ensuite aller de l'avant. Donc je pensais que comme ça, je pouvais être beaucoup plus fonctionnel quand je retournerai chez moi, quel que soit le domaine. C'est pour ça d'ailleurs que quand je suis venu, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de l'analyse de l'eau par exemple. J'ai travaillé dans l'agrochimie, dans des projets d'agrochimie. Et après, c'était les matériaux, c'est l'environnement et tout ça. Quand vous faites de l'analyse chimique, c'est très complexe, c'est difficile, mais ça vous ouvre un horizon très large. Et c'est ça qui m'a amené donc à avoir un tel parcours. D'accord. Alors, vous avez eu à travailler avec l'UNESCO, vous avez mené pas mal d'activités ici au Mali. Oui. Quelles sont ou bien quelle a été votre plus grande réalisation? Je ne sais pas si je peux parler de plus grande réalisation puisque je ne suis pas encore sorti et que je suis encore en train de vouloir aider les États. Je pense que nous autres scientifiques africains, nous avons des défis très grands. Pour l'UNESCO, il faut aider les États dans 4 domaines prioritaires qui ont été déterminés d'ailleurs par les États eux-mêmes. Oui, d'abord, ce qu'on appelle sciences, technologie et innovation. Renforcer les capacités en sciences, technologie et innovation pour les États. Ensuite, au niveau de l'écologie, il faut faire en sorte que les États puissent gérer durablement les ressources naturelles, surtout à partir des aires protégées. Ensuite, il y a l'eau, il y a les questions d'eau. Comment est-ce qu'on peut gérer durablement l'eau? Et puis enfin, il y a les questions transversales, telles que le changement climatique, les défis, ce qu'on appelle les défis émergents en sciences. Et donc, vous voyez, voilà les grands domaines à travers lesquels on a interagi. Et évidemment, donc, nous conseillons les États, nous faisons en sorte que les États puissent d'abord disposer d'un document de politique scientifique.
Donc nous avons appuyé certains États. Moi, j'ai appuyé certains États à avoir ce document de politique en sciences, technologies et innovation. J'ai fait beaucoup de plaidoyer au Mali ici. Ça, le document a été fait. J'ai servi de conseil. On en a fait pour la RDC, on en a fait pour d'autres États. Il faut aider les pays aussi à bien gérer l'eau. Et l'UNESCO a un programme hydrologique intergouvernemental pour la gestion, rien que pour la gestion de l'eau. Et donc, là aussi, on a beaucoup aidé les gens, on a beaucoup aidé les pays. J'ai l'opportunité de parler, par exemple, d'un grand projet sur la question du lac Tchad. La question du lac Tchad, le projet qu'on appelle Biopalt. Nous avons monté, ça c'est vraiment, je suis fier de ce projet, nous avons monté ce projet lac Tchad qui a été financé pour plus de 6 millions de dollars par la BAD et pour adresser les questions du lac Tchad qui est devenu emblématique du changement climatique. Enfin, en tout cas, il y a des questions de conflit autour de l'accès aux ressources naturelles. Et donc, nous avons monté ce projet pour pouvoir mettre les gens ensemble, pour qu'ils se parlent, pour qu'ils trouvent la solution ensemble. Auparavant, on avait un projet Niger-Loire, gouvernance et culture ici. C'était pour le Niger, avec l'appui de la Loire en France, de l'agence de la Loire en France, pour qu'on puisse mieux gérer les eaux du fleuve, pour améliorer la gouvernance de l'eau du fleuve Niger. C'est un projet qui a duré 3 ans, de 2008 jusqu'en 2011. Donc voilà quelques projets sur lesquels j'ai travaillé. J'ai travaillé sur beaucoup d'autres projets. Depuis votre collaboration avec l'UNESCO, quelle critique faites-vous de la science au Mali précisément? Je ne sais pas si c'est une critique que je dois faire. Je pense que je peux globaliser. C'est des conseils que je peux donner. Vous savez, l'Afrique recèle de beaucoup de potentialités en termes de ressources naturelles, en termes de ressources humaines et ressources humaines qui sont jeunes et du fait aussi que presque tout est à faire ou à refaire. Et donc, il y a beaucoup de possibilités pour l'Afrique. Et je pense, honnêtement, en tant que conseiller scientifique de l'UNESCO auprès de l'Union africaine et auprès de la Commission économique pour l'Afrique, je pense que nous devons faire le plaidoyer auprès de nos gouvernements pour croire en la science africaine, pour investir dans le scientifique africain, dans la ressource humaine africaine en matière de science. Ça, c'est capital. Il est capital d'investir dans la ressource humaine scientifique en Afrique. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est de dire que l'extérieur peut nous appuyer, mais l'extérieur ne peut être qu'un appoint. L'extérieur ne peut être qu'un appoint. Et vous ne pouvez pas mettre des gens dans certaines conditions et leur demander de produire scientifiquement. Ce n'est pas possible. Il faut les mettre dans des conditions de travail adéquats. Donc les infrastructures doivent être revues. Les réseaux scientifiques africains doivent être renforcés. Que l'on travaille ensemble. Que vraiment les différentes communautés scientifiques en Afrique se parlent, se mutualisent. Nous ne pouvons ne pas avoir les moyens de faire telle chose ici. Peut-être qu'à Abidjan, à Dakar, à Ouaga, peut-être qu'ils ont les moyens. Inversement. Et des fois, nos travaux dorment dans les tiroirs. Parce qu'on ne publie pas, on n'arrive pas à publier. On n'a pas mis suffisamment. Ça, c'est pourquoi je suis très intéressé par ce que vous faites là. Parce qu'on n'arrive pas à publier les travaux de recherche des gens. Je suis persuadé que si on faisait vraiment le recensement
de tout ce que le Mali a produit et qui est en train de dormir dans le fond des labos, je suis persuadé qu'on serait surpris. On serait surpris parce que des fois, c'est un éternel recommencement. Il faut donc que l'on arrive à digitaliser notre bibliothèque dormante, qui est là, qui dort. Il faut qu'on arrive à digitaliser et à diviser. Et il faut donc que vraiment on travaille dans ce cadre-là. D'accord, mais pour cela, est-ce qu'il faut-il que les chercheurs-là se plongent dans la politique? Parce qu'on a du mal à voir au Mali que la science occupe toujours une place, je ne dirais pas un minimum, mais les... Bon, je ne sais pas si les chercheurs doivent se plonger dans la politique, mais les politiques doivent comprendre le scientifique. Tout à fait. Donc, il faut faire en sorte que le politique comprenne le scientifique. Parce que moi, je dis ça souvent, je dis que nous autres scientifiques, nous sommes des mauvais politiciens. Parce qu'on n'est pas fait pour ça. On est fait pour réfléchir sur des aspects scientifiques, sur des questions. Mais d'autres gens doivent prendre les décisions. Et voilà, il faut qu'on fasse un plaidoyer pour qu'ils nous comprennent. Parce que très souvent, ils ne nous comprennent pas. Ils ne nous comprennent pas. Malheureusement, nous aussi, nous avons le défaut d'avoir un langage un peu trop compliqué pour eux. Et il faut que nous arrivions à simplifier notre langage. Mais il faut que le politique aussi améliore sa gouvernance. Parce que qu'on le veuille ou pas, la gouvernance est désastreuse en matière de science pour nos politiques. Ça, c'est pour toute l'Afrique. Pour toute l'Afrique, la politique est désastreuse. Ils ne comprennent pas les enjeux scientifiques. Ils ne comprennent pas les enjeux scientifiques. Il faut donc qu'on arrive à leur faire comprendre les enjeux scientifiques. Durant votre parcours, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer? Les difficultés que nous avons pu rencontrer, c'est souvent, vous voyez, c'est des difficultés d'incompréhension. Souvent, comme je viens de le dire, vous avez, nous vivons dans une société, donc nous connaissons vraiment les problèmes de la société. Mais je prends un exemple, c'est que même dans le cadre de la formation des scientifiques du Mali, le Mali fait un plan de développement, une stratégie de développement sur le moyen terme. Mais pour faire ce plan, on n'appelle pas les scientifiques, on appelle les économistes et les juristes et tout ça. Les scientifiques, on ne les appelle pas. Et donc, le besoin en sciences n'est pas établi. C'est-à-dire qu'il y a un fossé entre le besoin et la formation et la recherche qui se passe. Il faudrait que dans la conception même des politiques, on consulte au moins partiellement les chercheurs pour qu'ils disent leurs mots, qu'ils disent quelle est leur façon de voir, comment ils pensent qu'on peut améliorer les choses. Le politique pense que non, qu'il connaît tout. Non. Non. Personne n'a la science infuse. Ça, c'est une difficulté de compréhension du scientifique. Que le décideur comprenne le scientifique. Donc, ça, nous avons eu ces difficultés de compréhension. Et justement, ces difficultés de compréhension conduisent à quoi? À une faiblesse du financement du secteur scientifique. Le secteur science est très très peu financé. Ailleurs, ils ont un tissu privé qui est assez solide. Les entreprises privées qui peuvent soutenir. Mais nous, chez nous, les entreprises privées, c'est souvent des entreprises de sous-traitance. Donc, qui ne travaillent même pas sur l'amélioration du produit qu'ils ont. Qui travaillent seulement sur la production à l'échelle et pas sur l'amélioration sur les technologies. Et donc, quand on dit il faut le privé, oui, j'ai dit le privé, oui, mais chez nous, le privé, c'est surtout le privé extérieur qui vient. Ça m'amène à aborder autre chose, le fait que, par exemple, ceux qui travaillent dans les mines ici, on ne fait rien pour qu'ils investissent dans les ressources humaines. Alors que si un petit taux de leur investissement
venait à être investi au niveau des ressources humaines, cela pouvait beaucoup aider les sciences. Ils ont besoin des scientifiques et souvent, ils vont chercher les scientifiques très loin. Alors que s'ils investissaient sur place, ils peuvent avoir des scientifiques sur place. La documentation, l'accès à l'information scientifique est capital. Et nous, on n'a pas accès à tout ça. C'est tout ça qui nous freine. C'est tout ça qui nous freine. Et le coaching. Coacher, nous avons très peu d'exemples de gens qui peuvent nous coacher. Aujourd'hui, il faut voir, nous, les gens qui sont à l'extérieur, comme nous, on n'est pas très nombreux. Ailleurs, ils sont très nombreux. La seconde question a été déjà répondue, mais cela n'empêche. Quel message avez-vous à lancer à l'endroit de la communauté scientifique malienne, aux autorités et aussi aux étudiants maliens? Bon, à la communauté scientifique malienne, moi je dirais qu'elle doit avoir confiance en elle-même. Elle doit savoir que le soubassement du développement du Mali, c'est elle. C'est la communauté scientifique du Mali. Avec l'appui, évidemment, de nos partenaires. Mais c'est d'abord elle. Et ce qu'on peut dire aux autorités, c'est que les autorités doivent fermement, être engagées fermement dans un cadre de stratégie nationale de développement basé sur la science locale. Sinon, le développement, ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu tant qu'on ne va pas développer la ressource locale. On va être des consommateurs et des mauvais consommateurs de ce qui vient d'ailleurs. Donc, il faut que nous arrivions à avoir nos propres ressources, à avoir nos propres programmes de développement, à avoir nos propres stratégies. Il faudrait que l'État mette en place vraiment un conseil scientifique digne de ce nom, qui travaille régulièrement, qui donne des orientations à la fois au niveau formation qu'au niveau recherche et au niveau politique aussi par rapport aux décisions qu'ils doivent prendre. Moi, je dirais aux étudiants simplement de ne pas avoir peur de la science. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde, ce n'est pas propre au Mali seulement. Même sur tout le continent, il y a comme une sorte de fuite des étudiants par rapport à ce qui est science. Je pense que ils ont peur de la science. Il y a un mythe ou il y a un mystère pour eux en science. Il faut qu'ils sachent que quand on s'engage dans un domaine, quand on travaille, il y a toujours le succès au bout de l'effort. Toujours, toujours. Quel que soit le domaine dans lequel vous vous engagez. Les étudiants maliens, je dis, vous avez de la ressource. Vous avez de la ressource, vous avez un corps professoral qui peut vous accompagner partout et qui est engagé. Et le Mali a énormément de ressources. Je suis persuadé que les étudiants maliens, nous avons fait la différence dans le temps. Et nous pouvons encore continuer à faire la différence. Il faut que les étudiants se disent ça. Votre parcours depuis le lycée jusqu'à devenir professeur. Oh. La question a été... D'accord. J'ai fait la terminale ici, dans cette classe-là. D'accord. SET1. Ça s'appelait SET1. Sciences et exactes terminale 1. J'ai fait donc le lycée de Badlabourou, j'ai fait la terminale ici. Avant ici, j'ai fait le lycée de Sévaré, 10e à Sévaré, 11e à Markala et je suis venu faire la terminale ici. Vous avez fait la terminale en quelle année? Oh, j'ai fait la terminale en 75 ici, en 1975 ici. En 1975, j'ai fait la terminale ici. Et donc, après, j'ai été faire les classes préparatoires à Clermont-Ferrand, en France. Donc, au lycée Blaise Pascal, j'ai fait maths sup, maths spé. C'était pour préparer les écoles d'ingénieurs. Après la deuxième année, je suis allé à l'école nationale supérieure de chimie de Strasbourg. Et en 80, j'étais ingénieur chimiste. En 78. En juin 78, je suis entré à l'école nationale supérieure de chimie de Strasbourg. Je suis resté jusqu'en 80
en juin 80. Non, c'est 77. 77, je suis entré à l'école à Strasbourg. 77. De 77 à 80, j'ai fait l'école nationale d'ingénieurs chimistes de Strasbourg. Donc, je suis sorti ingénieur en 80. Après, j'ai fait un diplôme de docteur ingénieur en chimie appliquée.